Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom consacré à la 22e journée et on va se consacrer et on va préfacer la rencontre principale, l'affiche qui se déroulera jeudi à 21h. C'est celle qui va opposer deux clubs londoniens, Tottenham et Chelsea. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Remy, Christian Schkankels et Philippe Daman. Salut à tous, tout va bien? Salut, Hello. Serge, ça va? Très bien. Alors, on va commencer, Christian, avec la tradition dans l'émission. C'est le bilan général de cette première ligue après la 21e journée. Sauf que cette fois-ci, Christian, vous vouliez faire une petite comparaison avec le début de saison. On se souvient que la première ligue avait démarré en fanfare et on revient sur les chiffres à l'époque. Vous avez fait le bilan, je pense, après la quatrième journée qui avait été très prolifique. On avait marqué plus de 40 buts. On était arrivé donc après 38 matchs à 144 buts et on avait une moyenne la plus élevée jusqu'à présent dans le championnat de 3,78 buts par match, avec plus de victoires en déplacement que de victoires à domicile, avec très très peu de partage. Et on va voir maintenant, après la journée de ce week-end, Donc, euh, 17 journées plus tard, on oui, voit que voilà, on est à 205 matchs, on est à 550 buts, mais on est à 2,7 en termes de buts par match, donc c'est un but de moins en moyenne. Donc on est vraiment revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable. C'est encore très élevé par rapport aux autres championnats européens, mais on revient à quelque chose de plus raisonnable. Ce qui est encore étonnant, c'est qu'on a toujours plus de victoires en déplacement, 5 de plus, mais on a énormément de partage en plus par rapport à cette journée juste après la quatrième journée. Alors, on voit que Mo Salah a marqué deux fois et donc il est maintenant plus que jamais seul en tête du classement des buteurs. Mais l'info quand même du week-end, c'est la prise de pouvoir de Manchester City qui vient d'enchaîner 12 victoires, toutes compétitions confondues. Après un départ difficile, on avait parfois même dans cette émission estimé que c'était peut-être la saison de trop pour Pep Guardiola. Eh bien, on voit que finalement, c'est une saison qui ne ressemble à aucune autre puisque maintenant City devient le grand favori de ce championnat, Jean-François. Oh, on a déjà dit beaucoup de bêtises dans l'émission, donc voilà. Non, non, je fais référence à ce que Philippe disait sur le plateau de l'Europe des 11. Il disait justement qu'on avait quand même dit qu'au mois de janvier, on s'attendait à voir City reprendre les commandes de la compétition, ce qui est le cas. On est au mois de janvier. On a souligné pendant un certain temps qu'ils avaient deux matchs de retard, donc ils faisaient un peu la course cachée comme ça. Il reste à voir maintenant comment tout ça va se confirmer dans les semaines qui vont venir parce qu'ils ont un autre calendrier maintenant. Oui, et on rappelle qu'il y aura notamment le week-end prochain un certain Liverpool-Manchester City et que ça fera l'objet évidemment de notre prochain. Vous zoom un petit mot aussi sur le mercato qui s'est donc terminé lundi soir. Est-ce qu'on peut, Philippe, dire que c'est un véritable mercato Covid? Puisque si on regarde les chiffres, on a dépensé 70% de moins par rapport au mois de janvier 2020 du côté de la Première Ligue. Et on sait que la Première Ligue est en haut et qu'en général, quand la Première Ligue dépense beaucoup d'argent, ça se répercute sur tous les autres championnats. Ouais. Il y a le Covid, mais il y a aussi le Brexit, évidemment, qui est un cas particulier pour l'Angleterre et qui amplifie certainement le phénomène. Après, il n'y a pas eu de gros noms qui ont bougé. On a eu, comme d'habitude, pas mal de rumeurs et assez peu de choses qui se sont concrétisées. Je pense qu'il y a eu pas mal de prêts aussi qui se sont faits en interne en Angleterre. Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement d'un peu calmer tout ça et de revenir à peut-être plus du travail de fond que de chaque fois dépenser énormément d'argent pour C'est recruter? peut-être une bonne chose pour la Première Ligue, pour l'Angleterre, avec sans doute plus de jeunes joueurs qui auront leur chance au plus haut niveau, mais pas pour les autres championnats, à commencer évidemment par les petits championnats comme le nôtre. Sans doute, c'est vrai, mais voilà, c'est une nouvelle situation, il faut s'y adapter. Et si c'est bien une nature propre à l'homme, c'est celle de s'adapter. Ben, il faudra que le football s'adapte aussi. Pour l'instant, on n'est pas prêt de changer les choses, je pense, et je crois qu'en été, on va assister à un phénomène un petit peu pareil. On va commencer en donnant évidemment le classement des deux équipes. Tottenham est sixième avec 33 points. Chelsea est septième avec 33 points. Le même total, mais un match de moins pour Tottenham. On va commencer avec les Spurs qui restent sur deux défaites consécutives. C'était face à Liverpool jeudi dernier et puis la défaite dimanche à Brighton où ils ont été dominés de la première à la dernière minute. Faut-il s'inquiéter pour les Spurs? Jean-François qui reste quand même sur deux prestations très décevantes. Et si on prend les derniers matchs, on voit qu'il y a seulement deux victoires sur les 9 derniers matchs. Et on va dire que ça a commencé au match aller face à Liverpool, le déplacement à Liverpool, où ils étaient en tête du championnat. Là, ils ont évidemment été rétrogradés. La course au titre devient compliquée. Même la course au top 4, ça risque de devenir compliqué si Tottenham ne gagne pas très très vite. Tout semble compliqué chez eux aujourd'hui.
l'aspect défensif semble compliqué, l'aspect offensif semble compliqué, les résultats sont compliqués, la relation avec José Mourinho est compliquée, le vestiaire est en train de s'échauffer. Enfin bref, on a l'impression que en l'espace de quelques semaines, il n'y a plus rien ne va à Tottenham. Donc c'est une impression qui se confirmera peut-être face à Chelsea, on va voir, mais en tout cas, pour l'instant, il y a de l'inquiétude à avoir pour les fans de Tottenham. On parle souvent de points d'inflexion dans un match, dans ce championnat. En tout cas, pour les Spurs, c'était ce premier match face à Liverpool, où le match peut tourner autrement dans le début de cette deuxième mi-temps. Et je me souviens très bien que tout au long des zooms qu'on a fait cette saison, Christian, il a beaucoup insisté sur une chose, c'est que si le duo Son-Kane ne fonctionne plus aussi bien, Tottenham va avoir des problèmes. Je pense que là, Mourinho et son équipe sont passés de l'autre côté du versant de leur histoire commune. Et là, ils sont en chute libre parce que depuis ce match perdu face à Liverpool, ils en sont à 8 sur 24 de mémoire. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce qu'en plus, maintenant, ils ont perdu Kane. Et on n'a pas le sentiment qu'ils ont grand-chose pour remplacer. Donc... Mais je vous propose de revenir sur l'aspect offensif dans quelques instants. On va peut-être, Christian, commencer justement avec l'aspect défensif, qui est la base, qui est le fondamental pour José Mourinho. Est-ce qu'il y a eu un changement sur cette période compliquée? On rappelle, ils étaient encore leaders à la mi-décembre avant de se déplacer à Liverpool. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ces dernières semaines? Alors ici, j'ai repris en fait l'infographie qu'on avait fait en fin d'année 2020 pour montrer le bilan défensif. On avait vanté le peu de buts encaissés de plein jeu. Ils étaient donc premiers en termes de ratio. Et par contre, on avait dit que souvent, sur phase arrêtée, ils avaient été surpris en fin de match et ils étaient finalement la plus mauvaise équipe sur but encaissé sur phase arrêtée. Et on a fait le constat en 2021 et on est arrivé là au contraire en fait. C'est-à-dire que sur les 5 matchs depuis le début de l'année, ils ont encaissé 6 buts de plein jeu, ce qui fait d'elle en termes de ratio la plus mauvaise. Et par contre, ils ont résolu tous les problèmes sur phase arrêtée. Alors peut-être que la situation était meilleure avant et c'était mieux d'encaisser sur phase arrêtée, mais de malgré tout de gagner les matchs. Mais ici, pour le moment, voilà, c'est comme disait Jean-François, ça commence un peu le vent est en train de tourner et on essaye de s'accrocher à la falaise et ça a l'air d'être compliqué. Et donc, il faut voir maintenant s'ils sont capables de réagir et surtout d'arrêter d'encaisser des buts de plein jeu, comme on peut le voir sur l'infographie. Il y a des centres qui viennent de la droite, de la gauche, il y a des pénétrations axiales, il y a même des combinaisons de passes qui viennent des flancs. Donc, c'est quelque chose, on n'était pas habitué, c'était 5 buts sur 15 matchs encaissés de plein jeu. Et maintenant, c'est 6 buts sur 5 matchs. Il faut absolument résoudre ce problème défensif. Alors, question candide pour Jean-François, comment passe-t-on d'un extrême à l'autre? Comment est-ce qu'on arrive à inverser ces chiffres en l'espace finalement de quelques matchs? C'est compliqué de répondre à la question. La seule chose, c'est que si je me réfère à ce que j'ai vu face à Liverpool, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une équipe qui me donnait le sentiment, sur le plan individuel, d'abord de commettre d'innombrables erreurs. C'est ce qu'a dit José pour justifier la défaite. On a perdu parce que collectivement on était bien, mais on a fait trop d'erreurs individuelles au niveau défensif. C'est vrai qu'il y a trop d'erreurs individuelles. Maintenant, c'est lui qui fait les choix aussi de mettre les joueurs. Et donc, voilà, j'étais étonné peut-être de voir à quel point, après le match, il avait souligné le fait que Rondon, par exemple, qui est tout nouveau, qui arrive, qui a joué contre Liverpool, qui pour moi, en tout cas, avait eu un match assez compliqué, mais il avait l'air satisfait de la prestation que Rondon avait livrée. Rodon, pardon. Je redonne. Oui, il l'avait remis encore le match suivant. Pour autant, individuellement, je n'ai pas été très impressionné. Voilà, je ne comprenais pas trop le changement. Mais sur le plan collectif, le système à 3, par exemple, contre Liverpool, sincèrement, ils ont couru comme des poulets sans tête pendant à peu près 90 minutes. Justement, Jean-François, il y a eu le système à 3 à la première mi-temps. Il a dû changer quand Kane est sorti face à Liverpool. Il fait la même chose face à Brighton, une défense à 3. Ça ne marche pas à la mi-temps. Il change de système, il change aussi de joueur. Alors, il a beau dire qu'il y a eu des erreurs individuelles au premier match face à Liverpool, que son équipe avait l'air triste d'avoir encaissé le premier but face à Tottenham. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de mise en place aussi? Est-ce que c'est pas la base d'abord des problèmes de Tottenham? C'est une mise en place qui est ratée dans les 2 matchs. En tout cas, sur les 2 matchs que j'ai vus, si, très honnêtement, il y a un problème de mise en place, il y a sans doute un problème de choix. Et du coup, je me demande un problème d'adhésion peut-être aussi des joueurs maintenant. C'est-à-dire que tout le monde peut-être se regarde en disant c'est de ta faute, c'est pas de la mienne en fait, puisque tout le monde s'est réparti un peu les erreurs. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on ne se
cache pas du côté de Tottenham. Est-ce qu'il y a encore avec l'entraîneur une véritable cohésion d'abord sur l'identité défensive de l'équipe? Après, par exemple, contre Liverpool, Højbjerg ou Ndombele ont par contre fait un très bon match sur le plan défensif parce qu'ils ont récupéré beaucoup de ballons, parce qu'ils ont beaucoup couru. Mais je vous dis encore une fois, derrière, c'était la catastrophe. Et entre les deux matchs, il a changé d'équipe. Enfin, il a changé de défense, puisqu'il y a notamment Alderweireld qui était titulaire face à Brighton. Il y a Dyer qui n'était plus dans le 11 de base. Il a pointé des fautifs, autrement dit. Oui. Et aussi Aurier qui avait quitté le match face à Liverpool, qu'on n'a plus revu. Apparemment, il y a eu une grosse brouille entre Serge Aurier et José Mourinho. Christian. Oui, il ne faut pas oublier, au début de saison, quand on a expliqué, on a vraiment vanté la mise en place en disant, ben voilà, ils sont très bien en place, ils savent défendre. Évidemment, il y avait la conséquence, c'est que les deux attaquants principaux marquaient des buts. Et donc, quand on a une bonne mise en place défensive et que ton équipe marque, c'est très important. Mais si tu ne marques pas comme ça se passe maintenant ou marques beaucoup moins avec les deux joueurs importants, l'alternative des autres joueurs, elle n'existe pas pour le moment. Et quand tu encaisses, tu es obligé finalement de changer ton plan de mise en place puisque tu es obligé de sortir et d'imposer une certaine forme de jeu offensif pour pouvoir revenir au score ou l'améliorer. Et là, dans cette situation-là, pour le moment, il y a un problème. Alors, je pense aussi qu'en tant que joueur, je pense que quand on refuse une forme de combat comme il y a eu pendant les premiers matchs de la saison et qu'on se contente de marquer un but ou deux et de travailler énormément défensivement, ça passe. Mais à partir du moment où les victoires ne s'enchaînent pas, les joueurs commencent à avoir des difficultés à accepter le fait de dire que c'est défendre. Oui, mais on est Tottenham, on attaque quand maintenant? Et là, pour le moment, il n'y a pas cette réponse. Et c'est quand même très étonnant de passer d'une mise en place collective pratiquement parfaite en début de saison, puisqu'ils ont quand même ils ont atteint la première place lors du match à Liverpool. Et puis, depuis ce match-là, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui s'enchaîne, on arrive maintenant à une mise en place en termes de buts encaissés de plein jeu catastrophique. Donc, il y a quelque chose qui est difficile à expliquer. Alors, des problèmes au niveau de la mise en place défensive. Qu'est-ce qu'on peut dire alors du côté offensif? On le sait, maintenant Kane s'est blessé face à Liverpool aux deux chevilles, donc il devrait être absent pour quelques semaines. On sait qu'il était remplaçable. Mais quel est le bilan actuel offensivement du côté de Tottenham, Christian? Mais le bilan, il est pas bon pour le moment parce que sur les 5 matchs en 2021, il y a 2 victoires, mais ce sont 2 victoires, un contre un promu et l'autre contre une équipe qui est en bas de classement. Et les 2 matchs, le match contre Fulham aussi, c'est aussi un promu, donc c'était un match nul, donc on peut considérer ça comme une perte de 2 points. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Kane 3 buts et Son 1 but, ça commence à devenir trop peu pour les 5 matchs, mais surtout, et vous pouvez le voir sur le côté droit de l'infographie, ils n'ont marqué depuis le début de 2021 que 2 buts dans le jeu rapide, alors que c'est leur identité de jeu, alors que c'est là-dessus qu'ils se déposent, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, il y a une mise en place défensive plus importante que la mise en place offensive. Mais quand cela ne fonctionne pas, il y a des problèmes. Et les problèmes, ils sont là pour le moment avec 2 défaites de suite. Alors, on en a assez parlé. On l'a déjà même évoqué en début d'émission. Tottenham, au niveau offensif, c'est le duo Kane et Son. Kane est absent. Kane, c'est 12 buts quand même et 11 assists. Donc, il prenait une part importante, même dans le jeu, son importance dans le jeu, la manière dont il décrochait parfois pour aller chercher les ballons. Il n'est plus là. Alors, comment, évidemment, trouver une solution? Face à Brighton, il a essayé un trio offensif avec Son, avec Bergwijn, avec Bale, avec pas mal de changements de position. Et on va peut-être se concentrer un petit peu sur Gareth Bale. C'est l'enfant prodige qui est revenu au Bercail au mois d'octobre dernier, après ses 8 ans passés du côté du Real Madrid. On va peut-être poser la question à Philippe. Vous êtes un passionné du football espagnol, donc vous avez vu souvent Gareth Bale jouer avec le Real Madrid. On a l'impression qu'on n'a pas tout à fait récupéré le même joueur du côté des Spurs. Déjà, les 2 dernières saisons, il jouait quand même beaucoup moins qu'au début de ces 6 saisons passées à Madrid. Pour lui, ça n'a jamais été simple, même s'il a des stats vraiment impressionnantes. Hein. Ça reste un joueur unique, je pense, dans son rôle. Mais psychologiquement, pour lui, ça a été quand même compliqué de jouer en Espagne parce qu'il était très très fort critiqué par la presse. On ne lui a pas toujours fait confiance. Parce qu'il n'a jamais parlé espagnol, par exemple? Oui, bien sûr. Et puis on lui reproche de jouer au golf, plein de choses. Mais il fallait bien un moment lui donner une chance. Il est arrivé avec un retard de conditions physiques.
C'était seulement son deuxième match comme titulaire face à Brighton. Je pense qu'il a 6 ou 7 matchs en tout. Il a joué en Europa League, il joue en Cup, mais évidemment, c'est pas le même rythme. Donc, il y a bien un moment, il faut le lancer dans le grand bain, il faut lui redonner du temps de jeu, il faut lui redonner du rythme de match. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que Mourinho, on l'avait déjà évoqué en début de saison où tout ne fonctionnait pas très bien, notamment quand ils prennent 3 buts en fin de match face à West Ham. Est-ce qu'il n'est pas dans une phase où il est passé dans l'obsession d'avoir raison sur tout, tout le temps et de ne plus jamais se remettre en question? C'est une phase qui a débuté il y a pas mal d'années avec d'accord, lui. mais il avait des succès qui le confortaient dans ses choix. Aujourd'hui, ça fait quand même un bout de temps, quelques semaines que ça va pas bien. Et les changements, ils nous font nous poser plus de questions qu'autre chose. On ne voit pas vraiment de solution. Donc je ne sais pas, il faudra suivre ça de près, mais j'ai l'impression que Tottenham est sur une très très mauvaise pente pour l'instant. À 31 ans, Jean-François, est-ce que Gareth Bale peut être considéré comme un joueur usé? On sait qu'un Bale en pleine condition physique et mentale, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Alors, à 31 ans, en principe, on n'est pas usé, on est encore compétitif. Je pense que par rapport à lui, j'ai deux réflexions. La première, c'est qu'on a dit quand même à peu près à chaque numéro de Zoom, quand on en parlait de Tottenham, qu'est-ce qui va se passer quand le duo connaîtra un petit souci. Donc, si nous, on s'est posé la question, il fallait peut-être l'anticiper un tout petit peu, le problème, parce que ça pouvait arriver à un moment donné. On a l'impression qu'ici, ce n'est pas tellement anticipé. Il n'y a pas de réponse dans le noyau, et pendant cette période de transfert, il n'y a pas eu de réponse non plus. Donc, il y en a une, on va en parler dans quelques instants. Ils ont quand même été chercher un attaquant du côté de Benfica. Le cas ici de Bale, moi, m'interpelle. Je crois qu'il a été joué, Christian me confirmera, mais il a été joué 2 fois avec l'équipe nationale et 2 fois, c'est lui qui fait la différence. Donc, je pense qu'avec Bale, ce n'est pas tellement le problème de savoir si le joueur est encore capable de faire la différence ou pas. Je pense que Bale, c'est vous avez un profil, le caractère du joueur, vous devez le prendre comme il est. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une association d'âge. J'avais demandé à Christian de regarder si au Real, ils s'étaient croisés. En fait, ils ne s'étaient pas croisés. Il y en a un qui est parti quand l'autre est arrivé, parce que sinon, ça aurait été intéressant de voir comment c'était passé à cette époque-là. Mais bon, ils ne sont pas croisés là-bas. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une rencontre humaine qui fait des étincelles. Hein. Ceci dit, Mourinho a plusieurs fois essayé de l'avoir. Déjà, à l'époque où il était au Real, il avait essayé d'avoir Bale. Donc, c'est un joueur qui lui plaît. Maintenant, il y a peut-être des personnalités qui ne peuvent pas se mélanger. Je parle de la personnalité. Quand je me dis, voilà, il va jouer 2 fois avec son équipe nationale et 2 fois, il fait la différence. On dit, c'est marrant parce que les joueurs auxquels on cherche des problèmes, hein, et c'est vrai dans tous les clubs, on va toujours finir par des « ouais, mais il joue un peu au golf »,« ouais, mais il n'est pas assez ceci »,« oui, mais non ». À un moment donné, voilà, je reste persuadé qu'un joueur comme lui, sur ses qualités, parce qu'on parlait du jeu rapide, il y en avait un qui est capable d'apporter du jeu rapide, il fait que ça quand il joue en équipe nationale, c'est d'apporter du jeu rapide. D'ailleurs, quand il est monté contre Liverpool, il a fait 4 appels dans la profondeur. Je pense que si on lui donne le ballon, il se retrouve dans des bonnes conditions. Donc, à un moment donné, lui, c'est un gars qui vient, qui en a vu à peu près toutes les couleurs quand il était au Real. Il arrive à Tottenham, il se retrouve de nouveau dans une situation un peu compliquée. Au début, il dit « ok, je vais me mettre un peu ». Et puis, il a compris un petit peu ce qui allait se passer. Hein. Il n'est pas tout à fait… Et donc, je pense qu'il dit « bon, voilà ». La philosophie de Mourinho, c'est tellement structuré. C'est quand même rare qu'on voit beaucoup d'imprévus et de la folie dans un match où il y a une équipe avec Mourinho. Et comme disait Serge, il a besoin de temps de jeu. Mais je ne pense pas que Mourinho, dans sa structure mentale de ce qu'il considère un match et la préparation, je ne pense pas qu'il va se dire je vais faire jouer un gars, je vais lui laisser prendre ses sensations et dans 5 matchs, je vais tirer le meilleur de lui-même. En fait, il a besoin de joueurs qui acceptent une structure. Aujourd'hui, Harry Kane et Son acceptent la structure d'avoir un travail défensif qui est très important. Kane a accepté de reculer dans le jeu pour être meilleur en performance en termes de passes décisives. Mais si tu as un joueur qui vient et qui est un joueur d'instinct et un joueur qui est capable de créer des actions individuelles, ça a très peu sa place pour le moment dans une mise en place de Mourinho. Et c'est difficile de trouver… et surtout qu'il vient de 2 saisons où il a très peu joué, où c'est vrai qu'on a dit qu'il a fait plus de golf que de foot, qu'il a un contrat en or et qu'il n'aura plus jamais faim ni les 10 générations de sa famille après lui. C'est compliqué à 31 ans de re-rentrer et de se dire ouais, je vais mettre mon training tous les matins et on va travailler dur à l'entraînement pour faire des phases défensives et on verra si je touche le ballon. Il y a plein de choses qui sont incompatibles en fait dans
dans ce relationnel-là, dans le jeu et humainement, comme tu dis, Jean-François. Bon, on verra si en tout cas il sera peut-être déjà titulaire face à Chelsea. En tout cas, c'est pas la première fois que Tottenham doit trouver une solution sans Harry Kane. Bon, normalement, ça peut venir du collectif aussi. On se souvient que ça a toujours été un problème d'avoir un deuxième numéro 9 capable de remplacer Kane. Il y a eu Llorente pendant un moment. Maintenant, ça fait quelques mois qu'il est parti. Aujourd'hui, il y a Carlos Vinicius qui est arrivé. On va dire que c'est les liens entre Jorge Mendes et José Mourinho. Alors, c'est un joueur au profil assez particulier, un Brésilien de 25 ans qui n'a jamais été considéré comme un espoir du football brésilien, qui a, dans sa jeunesse, est passé par Palmeiras, mais n'a jamais vraiment été considéré comme un joueur de premier plan ou un jeune joueur de premier plan. Il est passé dans le football régional brésilien, puis dans le football de deuxième division au Portugal, avant de faire une bonne saison en deuxième division, de passer ensuite par Naples, par Monaco quelques mois, et puis la saison dernière, Christian, Benfica, où là, il a vraiment été très bon. Il a montré que c'était un véritable buteur, parce qu'attention, jusqu'à ses 20 ans, il était défenseur central, parce qu'il est grand, il est costaud, 1m presque 95, et que c'est un bon joueur de tête. Mais on a vu la saison dernière avec Benfica que c'était un très bon attaquant. On a observé ici, en fait, son modèle quand il était au Portugal, donc sur ces deux clubs, sur Rio Ave, où il a marqué 4 ou 5 buts, et le reste avec Benfica la saison passée. Alors, c'est intéressant parce que il faut comprendre évidemment que la structure de la Ligue portugaise est différente que ce qui se passe en Angleterre, et donc c'est une équipe dominante où ils ont marqué énormément de buts, donc ils marquent énormément de buts dans tous les domaines, et lui donc a participé à cette épreuve offensive, et il a marqué pas mal de buts. Alors on voit sur son modèle au Portugal, il a marqué 13 buts sur jeu dominant placé, 3 sur jeu dominant rapide et 6 sur jeu direct. Ce qui est très intéressant, on l'a mis en jaune parce que c'est quelque chose où il pourrait aider évidemment Tottenham dans la structure du jeu offensif de Mourinho. Il marque très très peu sur phase arrêtée. Et ce qui était un peu intéressant à voir, c'est qu'en fait sur l'ensemble des 26 buts, il y a quand même donc 22 buts de plein jeu. Il y en a 14 suite à un centre. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il a été recruté pour justement donner cette alternative au passage par l'axe et au jeu rapide, et donc quand l'équipe est un peu plus dominante et qu'il faut aller jusque dans les 16 derniers mètres pour donner un centre, c'est quelqu'un qui va être productif et qui va apporter sa pierre à l'édifice. Mais pour le moment, ce modèle de jeu-là va être compliqué. Et d'ailleurs, il n'a pas encore marqué de but en Première Ligue, il n'a marqué qu'en Coupe et en Europa League. Mais c'est aussi le lot des autres attaquants, hein, Lucas Moura, Lo Celso, Bergwijn, qui n'a pas encore marqué non plus et qui étaient des gens qui marquaient énormément dans leur club. Il n'a pas marqué en Première Ligue parce qu'il avait joué 25 minutes avant de jouer la deuxième mi-temps en Brighton dimanche soir. Donc, il a à peine un peu plus d'une heure de jeu. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que son profil, Jean-François, ne correspond pas tout à fait à l'identité de jeu de Tottenham. Voilà, enfin, en tout cas, ce sont les chiffres et on verra. Il n'y a qu'une chose qui peut nous donner tort, c'est le prochain match s'il joue ou le prochain but s'il le marque. Donc voilà. Mais les 3 buts en Europa League ne sont pas marqués sur des passages par les flancs. Hein. C'est un vrai passage par l'axe. Donc c'est adapte-toi ou meurs, quoi. Mais s'il vient avec son modèle, pour le moment, c'est pas comme ça qu'il apporte quelque chose pour le moment. On va maintenant passer à Chelsea, un tout nouveau Chelsea, puisque depuis 2 matchs maintenant, évidemment, Thomas Tuchel qui a pris le pouvoir. On rappelle les résultats. Il y a eu un 0-0 face à Wolverhampton et puis une victoire 2-0 face à Burnley. Alors Philippe, quelle a été votre première impression? Je pense que vous avez été au commentaire d'un de ces 2 matchs. Quelle a été votre impression? Est-ce que c'est la révolution du côté de Chelsea depuis l'arrivée du manager allemand? La première impression, c'est que j'ai eu l'impression de retrouver une équipe entraînée par Conte dans la disposition, puisqu'on est revenu à une défense à 3, qu'on a retrouvé Jorginho qui jouait quand même beaucoup moins, qu'on a revu Marcos Alonso, qu'on a revu Azpilicueta. Bon, lui il a un peu joué, mais c'était quand même très brouillon. Mais enfin, ça c'est normal aussi quand on sort d'une période difficile. Je pense que le système de Tuchel est complètement différent aussi de celui de Lampard. Donc pour beaucoup de joueurs, ça va demander de l'adaptation. J'ai vu un Timo Werner qui est toujours en grosse difficulté quand même dans son jeu naturel, très faible je trouve. Il y a beaucoup de choses à régler quand même dans cette équipe. Et puis alors la grosse surprise pour moi, c'était la retitularisation de Rudiger. Alors Jean-François, bon, il était annoncé maintenant depuis quand même quelques semaines, Thomas Tuchel, depuis qu'il avait quitté le PSG. Mais est-ce que
Vous avez pensé que c'était vraiment le profil qui pouvait permettre à Chelsea de se relancer après une période compliquée sous Lampard, Jean-François? Non, je n'ai pas pensé très honnêtement que c'était Il faut le dire. le bon profil ou pas. Je ne suis même pas sûr du raisonnement de Chelsea en fait. Des recrues allemandes qui ont coûté très cher, un manager allemand, il y a peut-être un lien à faire quand même. Et alors, il faut pas mésestimer quelque chose d'important. C'est l'arrivée de Thiago Silva pendant l'été, qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement proche de Tuchel, de par le séjour à Paris. Tuchel voulait le garder à Paris, et puis il a finalement été à Chelsea. Donc, on sait combien des joueurs peuvent parfois avoir l'écoute de leur direction. Et donc, dans ce cas-là, s'il a fallu donner le dernier petit coup là pour le faire venir, ça a peut-être été Thiago Silva qui l'a fait. Et d'ailleurs, dans le changement et les informations données, parce que vous vous souvenez de la sortie de Thiago Silva dans les journaux où il avait dit je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un petit comportement un petit peu de star. Donc, il avait déjà sans doute donné quelques informations. Il y a une rupture nette, c'est le dispositif, en tout cas, sur le terrain au moment de démarrer la rencontre avec cette organisation à 3. On rappelle que l'organisation à 3, comme l'a dit Philippe avec Conte, ils avaient été champions en 2017. Oui, mais moi je reviens à Thiago Silva. Excusez-moi, ça lui convient à 33, que je ne sais plus quel âge il a. Ça lui convient nettement mieux. Hein. Donc déjà, lui, il l'installe déjà dans une ligne défensive qui lui convient mieux parce qu'il joue quand même comme central là avec les deux qui sont sur le côté. Et puis après, il a apporté des modifications de personnes et de joueurs. Et peut-être justement, on va peut-être revenir sur Thomas Tuchel, Jean-François, avant de parler des deux équipes alignées qui étaient un petit peu différentes par le manager allemand. Mais est-ce qu'on peut donner une véritable identité de jeu à ce manager allemand qui est passé par le Borussia Dortmund et par le PSG, qui sont évidemment ces deux grandes épopées en tant que manager? Je me suis attardé sur la période à Dortmund. Pourquoi? Parce qu'en concertation avec Jean-François, on s'était dit que peut-être faire le modèle de Tuchel au Paris Saint-Germain, ça aurait été plus compliqué parce qu'en fait, ils étaient offensivement, ils étaient les meilleurs dans tous les domaines, dans tout le timing, dans toutes les actions de jeu. Donc, c'était très difficile de relever quelque chose qui était une identité. Par contre, quand on observe les deux modèles, enfin le modèle avec Dortmund sur les 2 saisons, il a dû concurrencer d'autres équipes, il a dû concurrencer, je crois, Schalke et le Bayern Munich, évidemment. On voit en fait qu'ils ont marqué énormément les 2 saisons, mais ce qui est surtout très, très intéressant, c'est d'avoir marqué dans la continuité par le jeu dominant rapide et le jeu direct. Et là, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui peut s'assimiler au jeu que prenait Lampard la saison passée. On a vu qu'avec Abraham, ils avaient marqué beaucoup de buts dans des face-à-face. Il y avait beaucoup de passages par l'axe et souvent, on avait évoqué la possibilité de partir de très loin. On l'avait évoqué dans des Zooms quand on faisait les matchs l'année passée, qu'il y avait une origine qui était lointaine, il y avait un passage par là, qu'il y avait un jeu rapide. Donc peut-être que là, il y a certains joueurs qui vont se retrouver. Et quand on observe le match de ce week-end, on observe qu'il y a quand même une intention de passer par l'axe, de trouver des transitions par l'axe. Et là, c'est quelque chose en fait qu'il avait déposé comme marque dans son Dortmund de 2015, 2016 et 2016, 2017. Il y a toujours cette envie d'utiliser, comme d'autres entraîneurs allemands, comme Klopp, comme Nagelsmann à Leipzig, d'avoir des transitions très rapides et un jeu le plus direct vers le but. Bon, en tout cas, on a vu notamment face à Wolverhampton que Chelsea avait un gros niveau de possession de balle. Ils ont battu le record de ces 78% de possession de balle et plus de 887 passes de mémoire réussies, enfin tentées en tout cas face à Wolverhampton. Donc c'est une équipe aussi qui va aimer sans doute la possession de balle. C'est ce qu'on peut en tout cas estimé après les 2 premiers matchs. Si ça se termine par 0-0, je ne sais pas si c'est très intéressant. D'ailleurs, Serge, tu as partagé un article justement sur la valeur statistique de la possession de balle. On voit qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire en fait. Et donc, voilà, c'est juste un concept. Et pour le moment, je ne sais pas si c'est important. On a vu que la défense n'a pas bougé, une défense à 3 avec Thiago Silva. Il y a eu le retour de certains bannis, comme Azpilicueta d'abord, Marcos Alonso sur le 2e match, Rudiger, on l'a dit.
Donc, il y a un changement aussi dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui étaient mécontents, qui sont de retour. Donc, le gardien, le 3 défensif n'a pas changé. Kovacic, Jorginho ont joué les 2 matchs. Hudson-Odoi sur le flanc droit a joué les 2 matchs. Ça a juste changé sur le flanc gauche avec Marcos Alonso sur le deuxième. Et puis, les 3 devant. Il a essayé déjà tous ses joueurs offensifs. Ce qui est significatif du jeu, c'est que j'invite les téléspectateurs à revoir le premier but contre Burnley. C'est très intéressant parce que c'est Azpilicueta qui marque. Et au début de la phase, il est dans son camp. 10 mètres derrière, enfin 10 mètres dans le camp au niveau du grand rectangle, du rond central, pardon. Et il y a une transition avec une balle qui vient de l'axe et Hudson-Odoi rentre dans le jeu en faisant un contrôle orienté et c'est lui qui vient se proposer dans le dos après une course de 50 mètres pour faire un tir croisé. Et donc, c'est vraiment l'intention de ce type de jeu, c'est de pouvoir aller le plus vite possible et tout le monde se présente par cet axe. C'est très, très intéressant à observer depuis le début, cette phase de jeu, elle est très significative. Bon, c'est clair qu'on n'a pas encore énormément de données sur cette équipe de Chelsea. On va continuer à la découvrir ce jeudi. J'aurai le plaisir de commenter cette rencontre avec Jean-François. Donc, rendez-vous à 20h45 pour la prise d'antenne, pour la présentation de ce match, coup d'envoi à 21h pour ce derby de Londres. Merci Jean-François, merci Christian, merci Philippe. Vous souhaite une très très bonne journée et rendez-vous, on le rappelle, jeudi soir pour cette dernière rencontre de la 22e journée de Première Ligue sur Vous Sport World. À très bientôt, bye bye.